Alors, merci à tous les intervenants qui sont arrivés entre-temps. Et nous allons, si vous le voulez bien, enchaîner. Donc, dans cette table ronde, nous avons trois intervenants qui étaient au cœur de cette histoire. À ma droite, à votre gauche, Madame Christine Albanel, qui est aujourd'hui présidente de la Fondation Orange, directrice exécutive en charge de la responsabilité sociétale d'entreprise, qui a été ministre de la Culture de 2007 à 2009, qui a été une très proche collaboratrice de Jacques Chirac depuis les années 80, et qui a été la plume de Jacques Chirac et l'auteur du discours du 16 juillet 1995. À sa droite, Henri Agenberg, qui est un avocat, qui a succédé à Jean Kahn à la présidence du CRIF en mai 1995, qui est resté jusqu'en 2001. Il a été bien évidemment très impliqué autour de Jean Kahn dans l'action du CRIF dans les années 90. Il a été le président fondateur du Renouveau Juif, qui a fait campagne en 81 contre Giscard d'Estaing. Et enfin, pardon de ces résumés, et alors, résumer la présentation de Serge Klarsfeld, je ne m'y risquerai pas. Président des Fils et Filles des déportés juifs de France. En 1978, il publie le Mémorial de la déportation. En 1979, il crée l'Association des Fils et Filles des déportés juifs de France. Il publie, entre autres, Vichy-Auschwitz, le calendrier de la déportation, le Mémorial de la déportation. Et tout récemment, avec Beat Klarsfeld, il nous offre une autobiographie qui a été présentée au Mémorial la semaine dernière. Dommage pour ceux qui n'y étaient pas. On a eu une première table ronde avec des historiens qui ont mis cette déclaration en perspective. Là, dans cette table ronde, vous comprenez bien qu'on est avec les acteurs directs qui étaient en charge de responsabilité. Donc ce qui nous intéresse dans cette table ronde, c'est de comprendre là où ils étaient, là où vous étiez, comment vous avez vécu cette déclaration, quels sont selon vous les éléments qui l'ont rendu possible. Et peut-être néanmoins, même si M. Sirinelli nous disait que Jacques Chirac n'était pas à rebours, c'est intéressant de s'interroger sur la raison qui a poussé Jacques Chirac à faire cette déclaration. Et vous étiez, vous, dans les coulisses de cette histoire. Vous avez sans doute votre propre interprétation à nous livrer. Et voilà, donc vous avez, si vous en êtes d'accord, une dizaine de minutes chacun. Et puis après, vous aurez la possibilité de reprendre la parole. Je vais, dans un premier temps, donner la parole à Madame Albanel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai que c'est important pour moi d'être aujourd'hui avec vous pour, d'une certaine façon, commémorer, réfléchir, mais commémorer ce discours qui était lui-même un discours commémoratif, finalement, ce qui montre bien le statut très particulier qu'a ce discours. Un discours qui a été important dans les dernières décennies, très important pour Jacques Chirac, puisque quand on fait le bilan, finalement, de l'action de Jacques Chirac, le discours du Veldiv est toujours cité. Puis, accessoirement, très important pour moi, puisque j'ai la chance d'avoir pu y participer. C'était un discours très, très spécial, je crois, parce que c'était à la fois un discours de rupture, en effet, avec une certaine doxa gaulienne, cela a été très précisément rappelé. En même temps, un discours de rassemblement, puisqu'il y avait bien l'idée de proposer, finalement, sur de nouvelles bases, une histoire partagée, une mémoire partagée, et de construire. C'était ça, quand même, je crois, qu'il y avait aussi dans le fond de la pensée de Jacques Chirac. C'est un discours attendu,
Jean-François Sirinelli a bien rappelé aussi quel était le contexte, et Henri Rousseau. C'était un discours attendu parce que je crois qu'il y avait un sentiment très fort que le temps était venu, qu'on n'était plus effectivement dans un temps politique, et en l'espèce d'ailleurs au meilleur sens du terme, qui avait pu être un temps de réconciliation, d'unité nationale pendant longtemps, et qu'on était maintenant au fond dans le temps de l'histoire. Ça, c'était quelque chose, je crois, de fort. Il y avait bien sûr tous les travaux, tous les livres, témoignages, etc., qui avaient pu être publiés au cours des périodes précédentes, y compris d'ailleurs au cinéma. Enfin, je veux dire, il est sûr que bien sûr Le Chagrin et la Pitié, dont on a tous en mémoire, mais même des films comme La Combe Lucien, Le Bombeur, etc. Enfin, tout concourait à montrer au fond ces années d'occupation et le rôle joué par l'État français et comment les choses se passaient réellement dans la réalité quotidienne. Donc je crois qu'il y avait donc un terrain certainement très, très favorable. Je pense que il y avait un miroir, enfin il y a une sorte de miroir français qui devait être brisé. Je crois que c'était une expression d'ailleurs qu'avait employé le miroir brisé d'Henri Rousseau. C'est un discours qui était attendu aussi de la part de Jacques Chirac. La question générationnelle est très importante. C'est vrai que Jacques Chirac, c'était un enfant pendant la guerre. Il s'est construit entièrement toute sa carrière politique. Vraiment, ça a été vraiment, évidemment, l'après-guerre. Et précisément, au fond, les 30 Glorieuses. Son père spirituel, en effet, c'est Georges Pompidou. Et ça, c'est un point évident. Il a été secrétaire d'État. C'était un jeune secrétaire d'État du général de Gaulle, un secrétaire d'État très respectueux, mais avec cette espèce quand même de distance. Et même quand il en parlait, autrement que dans des discours très officiels, naturellement, on sentait bien quand même cette distance, on sentait bien cette complicité avec Georges Pompidou, qui était vraiment en effet son mentor, et le terme est tout à fait juste. Distance aussi avec André Malraux, par exemple, qu'il admirait beaucoup. Enfin, c'était quand même une autre génération dont il voyait aussi les côtés parfois un peu, pas ridicules, je n'oserais pas dire ça, mais enfin, les différentes facettes de la personnalité, disons, d'André Malraux. Donc, il y avait cette distance de la part de Jacques Chirac. Ce n'était évidemment pas un baron. Il avait même lutté contre les barons. Il leur avait quelque part arraché le pouvoir avec la création du RPR. Ça avait été un moment marquant de sa vie. Il faut se souvenir aussi de l'élection de 1974, où il avait pris parti contre un baron qui, lui, faisait partie de la geste gaulienne, qui était Jacques Chaban-Delmas, pour un orléaniste, en effet, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Donc tout cela lui donnait une grande liberté, évidemment, une grande indépendance par rapport à toute cette histoire intellectuelle. Il ne portait pas un morceau de la vraie croix, en quelque sorte, même évidemment s'il s'inscrit dans une filiation politique. Donc je crois qu'il avait cette possibilité de le faire. C'est pour ça qu'on pouvait l'attendre de lui. Il y avait aussi des éléments de son histoire personnelle. Par exemple, je pense à son amitié avec le grand rabbin Kaplan, par exemple, qui était une amitié très forte. Et je crois qu'il citait toujours le grand rabbin Kaplan comme a été quelqu'un vraiment qui a été une référence pour lui. Il y avait aussi ces liens avec la communauté juive, des liens forts, alors pas toujours de tout repos peut-être, mais vraiment des liens très forts, notamment quand il était maire de Paris, où il y avait beaucoup de rencontres multiples, beaucoup de sujets, notamment autour des écoles, et Jacques Chirac était très admiratif de toute l'importance donnée par les communautés juives pour la transmission. Autour de cette notion de transmission, il reprochait à l'Église catholique, par exemple, il reprochait même aux protestants, je dois dire, de ne pas porter ce souci de transmission. Il y avait donc ce lien particulier avec la communauté juive et évidemment la notion aussi de cette attente. Et c'était quand même, cela avait été aiguisé par l'histoire récente, par la fin du septennat de François Mitterrand. Effectivement, la sortie le livre de Pierre Péan. Donc, tout ceci crée un contexte où il y avait quand même un décalage, finalement, entre ces positions officielles qui continuaient quand même à être prises
au sommet de l'État et ce qui était l'état réel de l'opinion. Donc, Jacques Chirac, je crois, avait ce souhait, en fait, de dire les choses sur le vrai visage de l'occupation et de l'État français, et d'exprimer ses propres convictions. Alors après, c'est un discours qui certainement a été voulu, bien sûr. Il n'a peut-être pas été prémédité très longtemps à l'avance, en ce sens que Jacques Chirac, en tout cas à moi, ne m'a jamais dit, ou n'a jamais dit à ma connaissance, des mois avant, si je deviens président de la République, je prendrai la parole, je dirai ceci. Non, il n'a pas fait, il ne l'a jamais dit à ma connaissance, parce que d'abord, c'était pas son fonctionnement. Son fonctionnement était toujours, vous savez, une période après l'autre, un combat après l'autre. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il fonctionnait. Par aussi sa propre personnalité, par son rapport à l'histoire personnelle. Contrairement à François Mitterrand, qui a toujours tellement souhaité laisser une trace et qui souhaitait tellement écrire son septennat en majuscule, Jacques Chirac ne se positionnait pas de la même façon. C'est quelqu'un qui était plus dans le présent, même si en l'espèce, il parlait du passé. Mais enfin, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le présent, qui avait une profonde modestie, je pense, dont on a beaucoup dit ici et là qu'il ne s'aimait pas, et qui était assez, d'ailleurs assez inaccessible du coup aux compliments, etc., à la flatterie, qui ne se donnait jamais, du moins à lui-même, une vision très, très grandiose en fait, de ses actes. Par contre, porteur d'une volonté politique, porteur évidemment d'une grande force de conviction sur tout ce qui lui paraissait essentiel, ça c'est sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il n'a jamais dit des mois et des années à l'avance qu'il avait l'intention de dire à un moment donné, de se prononcer là-dessus. En revanche, au cours de conversations avec lui, souvent d'ailleurs à l'occasion de relecture de discours, parce que le fonctionnement de Jacques Chirac, c'était plus de parler au moment où on relisait des textes, où on relisait des interviews, où on relisait des discours, plutôt que d'entamer des conversations, des discussions avec des collaborateurs, ce qu'il faisait rarement. Et quand on relisait quelquefois des choses, des textes, par les réflexions qu'il faisait. Je pense par exemple au 25e anniversaire de la libération de Paris, qui était une sorte de grand de rite un petit peu annuel. On voyait bien, il n'avait aucun doute sur l'analyse qu'il faisait de cette période, sur ses propres convictions, ses réactions au moment justement de la sortie du livre de Péon, etc. Donc c'était vraiment très très clair. Je dirais enfin que c'était un discours très assumé, enfin qu'il a vraiment complètement assumé, à la fois d'ailleurs dans tous ses contenus, parce que tout à l'heure il y a eu la lecture du discours, il n'y a pas eu tout le passage, mais on ne pouvait pas tout lire, qui rappelait quand même les justes, la résistance, c'est-à-dire la face beaucoup plus lumineuse évidemment de cette période, après avoir dit toutes ces pages sombres, et puis qu'il a complètement assumé au plan politique. Parce que si vraiment il y a quelque chose de très clair chez Jacques Chirac, c'était ce combat pour la dignité, ce combat contre l'antisémitisme, et qui était vraiment, je crois, extrêmement très fort chez lui. Le combat contre le Front National, le combat contre Jean-Marie Le Pen, sur lequel il n'a jamais dévié d'un millimètre, qui était quelque chose de très fort. Et j'ai été très intéressée par ce qui a été dit précédemment, qui rappelait que les scores à 2 chiffres, finalement, de l'extrême droite avaient commencé en fait assez tôt, et ce que moi, personnellement, j'avais un petit peu oublié. Voilà, donc sur la genèse même de ce discours, j'en dirais juste quelques mots. En fait, il y a eu effectivement on n'était donc pas très loin de son arrivée au pouvoir. Il y a eu cette audience demandée par Henri Agenberg, donc président du CRIF, et donc une délégation à laquelle participait également Serge Klarsfeld, et qui est venue. Jacques Chirac donc les a reçus. Je ne sais pas d'ailleurs quelle était la date, j'ai oublié de 4 juillet. Alors là, c'est 4 juillet, voilà, 4 juillet. Donc pas tellement longtemps finalement après son arrivée au pouvoir, ce qui est en soi significatif.
ce n'était pas le seul sujet. Hein, il y a eu, dans mon souvenir, il y a eu un peu un tour d'horizon de différents sujets ce jour-là. Mais ça s'est terminé justement par cette demande de venir pour la commémoration du Veldiv et de parler. Parce que le point essentiel, c'était ça. C'était parler, puisqu'on sait que le président Mitterrand était venu, mais n'avait pas parlé. Et Jacques Chirac l'a instantanément accepté. Il a dit, bien sûr, je viendrai, tout de suite. Et par le seul fait qu'il dise, bien sûr, je viendrai, je vais parler, c'était déjà une forme d'engagement implicite. Et après, je suis revenue dans son bureau. Et là, il m'a dit avec force, il m'a dit, il faut que tu vas me faire un très beau discours. Donc, je lui ai répondu tout de suite, donc, qui dit les choses sur l'occupation. Et il m'a dit, bien sûr, fais-moi une proposition. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça, à peu près dans ces termes, mais pratiquement ça. Et voilà. Donc, et après, j'ai préparé le discours. Et ensuite, nous avons eu une relecture de ce discours qui n'avait pas été inscrit comme un discours, qui était inscrit comme un discours protocolaire dans l'emploi du temps, par chance, je dirais, et qui, du coup, n'a pas eu le traitement des autres discours qui donnaient lieu à des relectures multiples, avec toute une foule qui participait, qui avait lieu souvent le dimanche après-midi. On était parfois une dizaine de personnes autour de la table. Ce n'est pas sans conséquence, parce que quand il y a beaucoup de gens autour d'une table, vous avez toujours des personnes qui veulent amoindrir, diminuer, etc. Et par chance, ça n'a pas été le cas. Et finalement, on a relu ce discours, en fait, tous les deux. Et je revois très bien Jacques Chirac d'un côté du bureau et puis moi de l'autre. Il l'a lu une première fois en silence, et ensuite, il l'a relu à haute voix. En s'arrêtant, ici et là, pour faire certaines modifications, et voilà. Et puis à la fin, en effet, il m'a dit, il m'a dit oui, il m'a dit une chose comme, il fallait que ce soit dit, il faut le dire. Et puis il m'a dit, est-ce que tu crois qu'on va assez loin? Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit, je crois que c'est déjà très important. Et voilà, voilà exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà. Je crois que non seulement c'était important de revenir sur le discours de Jacques Chirac, mais c'est aussi pour nous l'occasion de vous remercier, Madame Albanel. Alors, puisque vous avez cité Henri Hachdenberg, président du CRIF, on va revenir à Henri Hachdenberg, président du CRIF, qui va nous, en effet, poursuivre qui va nous indiquer, lui, de son point de vue, il vient d'arriver au CRIF en mai 95, si je ne m'abuse, et en effet, il y a cette rencontre autour de Jacques Chirac. Merci, monsieur le directeur, Jackie Fredge. Je reviendrai sur vos propos, madame Albanel, ultérieurement. J'ai entendu, bien évidemment, les interventions précédentes, et donc je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Simplement, je voudrais accentuer certaines choses par rapport à l'analyse et par rapport au pourquoi du discours. Il s'inscrit, et pour aller vite, dans une évolution et avec des actions. La première action remarquable, c'est Serge et Beat Klarsfeld, bien évidemment, à l'étranger, mais en France, aussi la rédaction du mémorial de la déportation, qui a pris un temps qu'on ne soupçonne pas ici des présents, mais j'ai vu les premières lignes avec Serge et Elisabeth, ma sœur, qui l'a aidé. Mais je voudrais dire, pour la mémoire, que dans les années 70, nous étions en train de commémorer la rafle du Veldiv autour du président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch. Et Serge, tu t'en souviens peut-être, on était une trentaine au maximum, à la mi-juillet. C'était pas un événement, c'était une commémoration d'anciens combattants, d'anciens résistants qui étaient autour de moi à la LICRA. J'étais le plus jeune autour de la table à ce moment-là, bien évidemment. Et donc les actions de Serge Beat, mais aussi
Bien évidemment, les procès dont il a été fait mention, l'affaire Bousquet, bien entendu le procès Touvier, le procès Barbie, tout ça jusqu'au procès Papon a été un enchaînement qui a déclenché un mouvement. Et je citais le mémorial rédigé collationné par Serge. Il y a eu aussi la lecture des noms à l'initiative du rabbin Daniel Fari, qui a donné aussi une autre dimension à la mémoire, en mettant des noms sur chacun des déportés, avec les noms qui étaient récités jour et nuit à la veille de la commémoration de la rafle du Veldiv. Donc il y a eu une progression, si on peut dire. Et moi, ce qui m'a marqué par rapport à ce que disait notamment Henri Rousseau, mais peut-être aussi par rapport à l'extrême droite, si on regarde un peu du côté de la gauche, c'est François Mitterrand. J'étais, en 1992, présent quand c'est Robert Badinter qui a porté le discours. Mais c'était la première fois qu'un président de la République française acceptait de venir à la commémoration de la rafle du Veldiv, et des rafles en général. C'était un événement majeur que le président de la République soit là. Et on se souvient tous comment ça s'est terminé, par des sifflements copieux adressés au président de la République française, en fait, pas par rapport au discours que venait de prononcer Robert Badinter, mais par rapport au fait qu'il avait fait déposer une gerbe sur la tombe de Philippe Pétain le mois de novembre précédent, le jour de l'anniversaire de l'armistice de la guerre de 1914-18. Et donc c'est pour ça qu'il avait été sifflé. Et Robert Badinter, qui avait été son ministre de la Justice, qui était alors président du Conseil constitutionnel, qui était fils de déporté, et ça n'avait pas été le seul fils de déporté qui a été membre du gouvernement de François Mitterrand et ministre de la Justice, puisque Georges Kettemann l'a été aussi. Et Georges Kettemann, quand on lui disait à propos de l'affaire René Bousquet, s'il fallait faire un procès du temps du vivant de René Bousquet, avait dit qu'il faut surtout protéger la paix civile. Robert Badinter s'est inscrit dans son discours avec une rare éloquence qu'on lui connaît et avec une émotion bouleversante. Il s'est arrêté jusqu'à la dernière ligne, c'est-à-dire il n'a jamais mis en cause le gouvernement de la France sous le régime de Vichy, sous Pétain et Laval. Il n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il était inscrit dans un consensus partagé à ce moment-là. Et quand tout à l'heure j'entendais en disant qu'il y avait déjà des discussions en 1992 sur la reconnaissance qui allait être portée par le discours de Jacques Chirac, moi je ne me souviens pas qu'il y ait eu véritablement de prise de position, que ce soit de la LICRA, que ce soit du CRIF, que ce soit de personnalités importantes, qui ait fait polémique, vous avez employé le mot de polémique tout à l'heure, qui ait fait polémique au sein de la communauté nationale sur les responsabilités ou sur la faute commise par les gouvernants de Vichy au nom de la France pendant cette période. Il y a eu le comité Veldiv 1942 qui, le 15 ou 16 juin 1992, a publié un manifeste, mais je ne me souviens pas, moi, mais vous allez peut-être rectifier tout à l'heure en reprenant la parole, qu'il y a eu même de la part d'historiens un débat public disant mais il faut qu'au nom de la République française, on reconnaisse ce qui ont été les crimes commis par le gouvernement au nom de l'État français à cette époque. Donc Jacques Chirac va s'inscrire avec, dans ce consensus qui va être l'objet entre 1992 et 1995 de certaines remises en cause, mais sans que, à mon sens, il y ait vraiment eu une discussion, une polémique majeure dans l'opinion publique, il va, 3 ans plus tard, lui, être en rupture totale et, à mon sens, créer une véritable révolution. Et il le fait, selon mon analyse, non seulement en tant que président de la République française, mais il le fait certainement en réaction parce qu'il est le successeur de François Mitterrand, que François Mitterrand, et ça a été rappelé tout à l'heure,
il a eu non seulement les sifflets copieux qui ont terminé la manifestation de 1992, et il ne prendra jamais la parole à la manifestation de la commémoration du Veldiv, mais François Mitterrand subira des révélations du livre que vous avez cité tout à l'heure de Péan, Une jeunesse française, dans laquelle il y a le passé d'extrême droite, d'avant-guerre de François Mitterrand qui est énoncé, qui est annoncé, qui est écrit. Il y a la remise de la Francis par Pétain à François Mitterrand, et il y a le maintien de ses relations avec René Bousquet jusqu'à l'Élysée, où il est reçu. Et tout ça déclenche là véritablement une énorme polémique, et c'est sur la fin du règne de François Mitterrand. On citait l'interview fameuse face à Jean-Pierre Elkabbach, qui là bouleverse l'opinion publique et fait scandale. Et c'est sur ce scandale, je le note personnellement, que s'éteindra François Mitterrand, et ça marquera toute une tâche sur son parcours. Donc je crois que ça marque peut-être la première réaction, et Madame Albanel peut-être me contredira là-dessus, mais moi je le vois de la part de son successeur, qui bien évidemment a suivi tout ça de près, comme, disons, une démarcation, si on peut employer le mot, par rapport à son prédécesseur. Ça, c'est le premier point. Et puis, je pense qu'il y a aussi, disons, un autre point qui a son origine dans le discours de Jacques Chirac, c'est la fin de l'instruction de Maurice Papon. On sait, au printemps 1995, que Maurice Papon va très certainement être poursuivi devant une cour d'assises. C'est la fin de l'instruction. Elle sera prononcée officiellement un an après, mais on sait déjà que c'est bouclé. Maurice Papon, puisqu'on faisait tout à l'heure un rappel de l'histoire des droites, c'est pas n'importe qui. Maurice Papon a été le secrétaire de la préfecture de la Gironde à Bordeaux pendant la guerre, et il a été lui-même, disons, un des membres de la chasse aux Juifs à cette époque à Bordeaux, et la plainte contre lui viendra d'un des membres de la communauté juive de Bordeaux qui a eu ses parents de déportés. Et Maurice Papon sera ministre du général de Gaulle. Et on a dit dans l'entourage du général de Gaulle que celui-ci connaissait parfaitement le parcours de Maurice Papon. Que Maurice Papon soit jugé en France devant une cour d'assises, ce n'est pas la même chose que l'affaire Barbie, ce n'est pas la même chose que le milicien Touvier. C'est une autre dimension. C'est un fonctionnaire du régime de Vichy qui est devenu, entre guillemets, gaulliste, mais en tout cas qui a été membre du gouvernement du général de Gaulle et préfet de police de Paris, qui va être jugé. Donc c'est un exemple par rapport aussi à ce qu'il sera dit si Maurice Papon venait à être condamné. Donc moi je pense, par rapport au procès de Maurice Papon, que Jacques Chirac anticipe déjà le procès de Vichy qui va être fait à la France par rapport aux crimes commis à l'égard des Juifs par un des anciens hauts fonctionnaires de la préfecture de la Gironde à cette époque-là et qui est devenu membre de son gouvernement. Troisième point qui, à mon avis, semble, disons, diriger peut-être le discours de Jacques Chirac, c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la montée du Front National de Jean-Marie Le Pen. Vous avez rappelé fort gentiment que nous avions été reçus à l'Élysée par Jacques Chirac à ma demande en tant que présidente du CRIF, nouvellement élu au mois de mai. Comme lui, je fais partie d'une nouvelle génération parce que mes prédécesseurs étaient tous plus âgés que moi et avaient connu la guerre, avaient des histoires personnelles très marquantes, que ce soit Adisteg, Théo Klein, Jean Kahn. Mais eux-mêmes n'avaient pas voulu briser ce consensus qui était dans la communauté nationale. Moi, j'arrive et
je ne suis pas de cette génération, mais ce qui me marque à ce moment-là, c'est la montée du Front National de Jean-Marie Le Pen, qui est entouré de pétinistes. Nous sommes effectivement juste après l'élection présidentielle de 1995 et les élections législatives et du score de Jean-Marie Le Pen de 15%. Et donc, quand nous avons cette entrevue à l'Élysée, autour du bureau de Jacques Chirac, nous sommes en délégation, et puis à un moment, je ne sais plus pourquoi, Jacques Chirac se lève, et je le rejoins près de la fenêtre qui donne sur les jardins de l'Élysée, et je lui livre mes préoccupations par rapport au Front National, par rapport à Jean-Marie Le Pen, par rapport à son discours. Il était rappelé tout à l'heure le jeu de mots pénible de 1987, et sur aussi le détail de l'histoire des chambres à gaz. On est quand même dans quelque chose avec les jeux de mots, les allusions qui est antisémite, et puis avec aussi du retour du négationnisme. Et moi, ça me préoccupe beaucoup à ce moment-là. Et donc, je m'en entretiens avec le président de la République française, et je lui dis qu'on doit transmettre la mémoire aux jeunes générations, dont je fais partie, mais encore des plus jeunes, et que nous avons la célébration, la commémoration plutôt des rafles dans une dizaine de jours. Et que je l'invite à prendre la parole. Que ce sera, s'il l'acceptait, que ce serait un événement marquant. Jacques Chirac se tourne à ce moment-là vers vous, Christine Albanel, qui le tutoyait, et vous étiez resté avec Henri Bulavko, ancien président de l'association des déportés d'Auschwitz, Pierre Kaufmann, qui était l'ancien directeur du CRIF, et tous les deux sont décédés malheureusement, et Jacqueline Keller, l'ancienne directrice. Et vous étiez resté avec eux en discussion, et il se tourne à ce moment-là vers vous, et il dit, Christine, qu'est-ce qu'on a de prévu dans l'agenda le 16 juillet? Vous allez voir l'agenda au bureau, et vous dites rien. Rien, c'est-à-dire que rien n'était inscrit par rapport à cette commémoration. Et immédiatement, il dit, on y va. Et vous le disiez tout à l'heure, les trois quarts du chemin étaient faits à ce moment-là. Parce que, à partir du moment où il décidait de venir et de prendre la parole, c'était pour dire quelque chose de plus qui n'avait jamais été dit. Et donc, je ne vais pas aujourd'hui, simplement avec retard, vous remercier parce que je l'ai déjà fait, mais en privé, je l'ai fait. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire en public. Souvent, on sous-estime le rôle de la plume d'un grand personnage ou d'un homme d'État, d'un homme politique. Et vous disiez tout à l'heure qu'elle peut être des fois affaiblie parce qu'il y a des réunions. Là, votre plume n'a pas été affaiblie. Même si l'engagement, le bouleversement majeur a été décidé avec vous par Jacques Chirac, c'est vous qui avez porté la plume, et d'une manière admirable. Et vous l'avez fait en donnant non seulement une sensibilité particulière, mais une force aux mots que je ne crois pas qu'ils auraient eu sous une autre plume. On a entendu tout à l'heure quelques phrases citées du discours de Jacques Chirac. Mais les termes sont forts. La faute, la dette imprescriptible. Ce sont au moins les deux mots que de mémoire, les deux phrases que je me souviens, mais j'ai noté les autres et je ne veux pas faire des citations maintenant. Et donc, aujourd'hui, publiquement, je tiens à vous remercier, au nom de la communauté juive et des autres qui ne sont pas membres de la communauté juive, mais pour lesquels vous avez porté ce discours par votre écriture, en portant ce texte à Jacques Chirac, en lui soumettant, et que celui-ci l'ait accepté, parce qu'il y a certainement eu des discussions, mais il l'a accepté. Et il a donné toute la dimension de son poids de président de la République française à cette prise de position à caractère officiel. Tout à l'heure, j'entendais Henri Rousseau dire qu'il y avait déjà des débats parmi les historiens. Je suis Henri Rousseau, ses écrits et ses prises de parole depuis longtemps, parce que
il est pour nous une référence privilégiée. Et Henri Rousseau, il y a 20 ans, 25 ans, disait « La place est à l'histoire, aux historiens, plutôt qu'au procès ». Je vais vous raconter une anecdote très rapidement. Il y a 48 heures, avec mon épouse, je suis allé voir un film que je vous engage à aller voir, qui est un film allemand qui s'appelle « Le labyrinthe du silence ». Jusqu'en 1958, en Allemagne, Auschwitz, les jeunes générations ne savaient même pas que ça existait. Nous n'étions pas dans le même cas de figure en France, et les historiens avaient fait beaucoup, disons, de recherches et d'écrits, et encore, et sans affaiblir ce qui a été fait en France, on doit beaucoup à un historien canadien et un autre américain, Paxton et Marus, ce qui a pu être écrit en 1974. On doit à Serge Klarsfeld le livre sur Pétain en 80, je pense, et bien entendu les écrits d'Henri Rousseau sur Vichy. Mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu les procès, s'il n'y avait pas eu cette polémique autour des procès, jamais on n'en serait venu à cette commémoration de 1992 et à la prise de position en 1995 de Jacques Chirac. C'est mon analyse. Comme j'ai pris trop longtemps la parole, je vais terminer pour dire juste une chose sur le terme de dette imprescriptible et par rapport à ce qu'a encore dit tout à l'heure Henri Rousseau. C'est pas que je veuille polémiquer avec Henri Rousseau, mais je me permets quand même de réagir. Il a employé tout à l'heure par rapport, et c'est pas lui dit, il a employé le terme de réparation des crimes, disant qu'il n'y avait jamais eu réparation des crimes. Je voudrais souligner que lorsque Jacques Chirac a employé le mot, enfin la phrase, que la France avait une dette imprescriptible à l'égard des victimes, il n'y a jamais eu de revendication d'indemnité, quelle qu'elle soit, de la part de fils ou filles de déportés dont le père ou la mère n'était jamais revenu. Il y a eu la commission Matteoli qui a décidé la mise en place de la commission d'indemnisation des spoliations matérielles commises à l'égard des Juifs. Il y a eu des indemnités matérielles qui avaient déjà été décidées par l'Allemagne en 1962, mais par la France à la fin des années 50 et en 60, pour réparer les biens matériels qui avaient été confisqués ou spoliés. Il y a eu, à la suite de la commission Matteoli et dans une démarche que Serge Klarsfeld et moi-même avons fait, moi en tant que président du CRIF, des indemnités qui ont été versées aux enfants cachés, mais il n'y a jamais eu de demande de réparation en France pour les victimes de la déportation, parce qu'il ne peut pas y avoir de réparation. Et le terme de dette imprescriptible s'entend en tant que dette morale et pas autre chose. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Merci. Merci Henri. Sans plus attendre, la parole à Serge Klarsfeld. Merci. Paradoxalement, dans mon enfance, entre 5 et 9 ans, de 1940 à 1944, je n'ai jamais eu à craindre la police française et la politique anti-juive de l'État français. Réfugié en zone libre, de nationalité roumaine, ma famille n'a pas été visée par les internements et la grande rafle des Juifs considérés comme apatrides, et de surcroît, ma sœur avait la nationalité française. Ensuite, à Nice, en zone d'occupation italienne, les militaires et les diplomates italiens ont protégé les Juifs contre les autorités de Vichy et contre les pressions allemandes. À partir de septembre 1943 et du départ des Italiens, la Gestapo a mené de terribles rafles dont mon père a été victime, mais auxquelles nous trois avons échappé miraculeusement. Et en février 1944, nous sommes partis en Haute-Loire, où la Gestapo n'avait pas d'implantation,
et où l'autorité militaire allemande et les autorités de Vichy ne faisaient pas la chasse aux Juifs. J'ai eu la chance de n'avoir à craindre que les Allemands, et je n'ai appris qu'après la guerre, le rôle de complice actif de l'État français de Vichy comme persécuteur des Juifs, les arrêtant et les livrant aux Allemands pour la déportation. Ma volonté et celle des fils et filles des déportés juifs de France s'est concentrée prioritairement sur la condamnation de ceux qui avaient organisé la déportation des Juifs de France afin de les exterminer, c'est-à-dire les chefs SS au sommet de l'appareil policier nazi en France. Nous avons obtenu qu'une loi permette de les juger en Allemagne et que la justice allemande applique cette loi avec le grand procès de Cologne en 1979. Entre-temps, nous avons constaté que la mémoire du rôle de Vichy dans la solution finale s'était dissipée et qu'il fallait faire connaître ce rôle et jouer un rôle de pédagogue à l'échelle nationale. C'est ce que nous avons fait en nous appuyant sur de grandes affaires judiciaires, Bousquet, le gouvernement et la police, Le Guet, la police et l'administration préfectorale, Papon, l'administration préfectorale régionale, et Touvier, la milice, ainsi que sur la publication d'ouvrages de référence, le mémorial de la déportation des Juifs de France en 1978 et en 1983, Vichy-Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France. Pendant cette période d'action militante et de travail historique, je ne me suis pas posé la question de la responsabilité française. Elle s'est imposée à moi dès le début, grâce au pasteur Marc Bögner. Sa lettre si lucide au maréchal Pétain, le 20 août 1942, était pour moi d'une clarté aveuglante. Je n'en citerai que 2 extraits. Aucune défaite quand le pasteur tente d'empêcher le maréchal de déclencher la grande rafle de la zone libre. Aucune défaite, vous nous l'avez rappelé vous-même, ne peut contraindre la France à laisser porter atteinte à son honneur et surtout, je vous supplie, monsieur le maréchal, d'imposer des mesures indispensables pour que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. C'est hélas ce qui s'est passé et le poids de cette défaite morale a été effectivement incalculable. À mes yeux, la République n'était pas en question. Elle avait été abattue par un État autoritaire qui n'en était pas moins français et qui a participé activement aux arrestations des Juifs pour le compte des Allemands. À mes yeux, le peuple français n'était pas en question. On ne lui avait pas demandé son avis. Les assemblées parlementaires n'avaient pas siégé. Il n'y avait pas eu de référendum sur la question juive. La décision de livrer les Juifs a été prise par les seuls chefs du gouvernement, Laval, chef de l'État Pétain, chef de la police Bousquet et personne d'autre. C'est ce qu'au Conseil des ministres du 3 juillet 1942, Laval déclare à ses ministres « J'évoque la question, je ne demande pas de décision ». Par ailleurs, l'environnement humain des Juifs en France a été pour eux une sauvegarde. Innombrables ont été les braves gens qui les ont aidés. Leurs protestations et celles des églises ont freiné la coopération policière massive de Vichy avec la Gestapo. Le rythme de 33 000 Juifs arrêtés par la police française et déportés en 11 semaines, ce rythme aurait pu se poursuivre sans cette intervention de la population française et des églises. Ni la République, ni les Français et l'État, ni la République, ni les Français n'étaient responsables et l'État français de Vichy agissait au nom de la France. Certes, il y avait une autre France, la France libre à Londres puis à Alger. Il y avait en fait une guerre civile. Il y avait 2 Frances antagonistes, celle de Bir Hakeim en juin 1942 et celle du Veldiv en juillet 1942. Mais chacune d'elles agissait au nom de la France, dans le mal comme dans le bien. C'était ma vision. Ce n'était pas celle des prédécesseurs de Jacques Chirac, de De Gaulle à Mitterrand. Et nous avons eu bien des polémiques avec François Mitterrand. La cérémonie du Veldiv de juillet 1992, où il fut sifflé par les nôtres, parce qu'on savait qu'il était le premier président à venir
au Veldiv, mais qu'il pouvait ensuite aller dîner avec Bousquet, et quelle signification donner à la gerbe qu'il déposait au Veldiv le 16 juillet, quand le 11 novembre, il en déposait systématiquement une depuis 1987 sur la tombe de Pétain. Je voudrais dire à Henri Hadjenberg qu'il y a eu un grand débat pendant l'été 1942, un débat entre justement François Mitterrand et la société civile, et ce débat qui est dû à l'action du comité Veldiv 1942 s'est poursuivi jusqu'au dépôt de la gerbe de François Mitterrand à côté de celle de Jean-Marie Le Pen sur la tombe de Pétain, le 11 novembre 1992, et on doit à ce scandale le geste de réparation de François Mitterrand, le décret de janvier 1993 instituant la journée nationale de commémoration des crimes racistes et antisémites commis par l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français. Ma vision, j'en avais parlé à Jacques Chirac, maire de Paris, quand il avait accepté en 1986 ma proposition d'une place des martyrs juifs du Veldiv, grande rafle des 16 et 17 juillet 1942. Son discours comme Premier ministre le 18 juillet 1986 au Veldiv est écrit de la même plume, je pense, que celle du 16 juillet 1995. La France est la terre des droits de l'homme. Qu'un crime tel que celui que nous évoquons aujourd'hui ait été commis sur son sol avec la complicité active de certains de nos concitoyens est une injure faite à notre histoire et à notre génie. Et il a cité dans son discours la conclusion de Vichy-Auschwitz. Les Juifs de France garderont toujours en mémoire que si le régime de Vichy aboutit à une faillite morale et s'est déshonoré en contribuant efficacement à la perte d'un quart de la population juive de ce pays, les 3/4 restants doivent essentiellement leur survie à la sympathie sincère de l'ensemble des Français, ainsi qu'à leur solidarité agissante à partir du moment où ils comprirent que les familles juives tombées entre les mains des Allemands étaient vouées à la mort. Nous en avons parlé aussi à notre monument, le mémorial de la déportation des Juifs de France, à Roglit, en Israël, en 1987, où il s'est rendu en tant que Premier ministre. Nous en avons parlé en 1991, quand à l'hôtel de ville, je lui ai demandé ce qu'il a accepté, que la ville de Paris prenne en charge l'organisation de l'exposition, le temps des rafles que j'avais préparées pour le mémorial de la Shoah. Jacques Chirac m'a toujours paru réceptive à la vision que j'évoquais et j'avais en lui une confiance totale. N'avait-il pas été enfant pendant la guerre quand Pétain avait été la France avant le général de Gaulle ? Et par ailleurs, je sais qu'il avait toujours été intéressé par l'histoire des Juifs en France et aussi il avait dressé à l'époque un barrage infranchissable entre la droite classique et le Front national. Si Jacques Chirac, nouveau président de la République en 1995, avait décidé de prendre la parole au Veldiv alors que François Mitterrand y avait assisté silencieux en 1994 comme en 1992, ce n'était certes pas pour y faire un discours consensuel, mais bien un discours de rupture, destiné à marquer son empreinte sur l'avenir, comme l'avait souhaité Simone Veil à propos de François Mitterrand. J'espère qu'un jour, le président de la République, tout d'un coup, se sentira inspiré et fera ce geste qui sera un geste d'apaisement pour notre souffrance. À la veille du 16 juillet 1995, j'étais si assuré de la puissance du discours de Jacques Chirac que dans Libération du 15 juillet, j'ai donné à Annette Lévy-Villard, ici présente, un interview tirant déjà les conséquences de ce discours et posant le problème de l'indemnisation des spoliations dont les Juifs avaient été les victimes. En tout cas, en ce 16 juillet 1995, j'étais au premier rang pour entendre ce discours et j'ai ressenti avec une émotion et un soulagement extrême la phrase essentielle, la phrase centrale, la phrase qui fut refusée par tous les gaullistes de la première heure et par tous les fidèles de François Mitterrand. Ce jour-là, la France accomplissait l'irréparable. Et je me suis exprimé aussitôt. Ce qui restera de Mitterrand, c'est Vichy, et ce qui restera de Chirac,
Ce sera ce discours sur Vichy, le plus important discours d'un président de la République. Merci Jacques Chirac, merci Christine Albanel. Et je me permets de rajouter, et merci Serge Klarsfeld également. On va, comme je m'y étais engagé, on va prendre quelques questions. Et pendant que le micro va circuler, je me tourne vers Madame Albanel parce que on avait envie de savoir un petit peu plus, parce qu'on est quelques-uns autour de cette table à savoir comment s'écrit un discours. On est un peu déçus de savoir que ça s'est écrit aussi simplement. Est-ce que vous qui avez écrit des discours, est-ce qu'il y a certainement des discours qui sont plus difficiles à écrire que d'autres? Est-ce que celui-là l'a été? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que Jacques Chirac a été surpris, après coup, de la réaction que ce discours avait suscité dans la société française et dans la classe politique, ou pas? Ou est-ce qu'il s'y attendait? Est-ce qu'il s'y était préparé? Merci. Sur la difficulté à écrire ce discours, disons que il y avait une conscience de ce que ça représentait. Donc, c'était. Je ne veux pas dire que j'avais le sentiment que ça allait être un discours historique avec un grand H. Mais enfin, on voyait bien, c'était bien évident que c'était un discours qui était très différent et quand même très, très au-dessus, complètement différent d'un discours politique, même s'il y avait des aspects politiques. Et je crois que Henri Hudgenberg a aussi rappelé qu'il y avait un contexte politique à ce discours. Je crois que c'est important. Il y a d'ailleurs il y a une partie du discours qui parle des discours de haine, qui parle de l'antisémitisme, qui parle de tout ce que l'on peut créer d'affreux négatif par les mots, par les bons mots, etc., qui sont toute une série d'allusions assez transparentes, en effet, au fond, à tous les messages portés par le Front National. Donc c'était aussi un discours politique. C'était aussi un discours politique aussi par rapport, c'est vrai, par rapport à François Mitterrand, oui. Mais c'était d'abord un discours de conviction. Moi, j'étais dans l'état d'esprit. D'abord, ça correspondait, mais ça, c'est évidemment à ce que je pensais en étant personnellement membre de la génération encore suivante, celle qui était née en 1955, donc encore plus loin, évidemment, de tous des événements, de tout ce que je savais, en fait, de la conviction, parce que quand même, c'est d'abord un discours de conviction et de vérité. C'est quand même d'abord ça, avant d'être un discours de politique, au sens, même s'il l'est éminemment. Oui, j'avais le souci d'essayer de traduire ce que je pensais de ce que voulait dire Jacques Chirac, parce que c'est toujours comme ça qu'on faisait, d'ailleurs que souvent on fait avec les hommes politiques, c'est-à-dire ils ne disent pas très précisément à l'avance, je veux dire ça, ou c'est bien rare, c'est plutôt, ensuite on travaille sur des propositions, bien souvent. Alors je sais bien que par exemple, Éric Orsena, avec qui je n'ai souvent discuté, disait le contraire un peu de François Mitterrand. On disait qu'en fait, il écrivait, que tout était vraiment quasiment pré-réalisé par le président de la République lui-même avant. Je n'en suis pas complètement sûre. Mais enfin, je crois que c'est un fonctionnement qui paraît normal. Donc pour moi, c'était un discours, complexe, délicat, pas très difficile. C'est un discours assez court, je veux dire. Je pensais ça devait être un discours qui dise des choses fortes, qui les dise tout de suite. Et voilà. Et en plus, un discours dehors, en plein air, etc. Donc nous n'étions pas à la Sorbonne en train de faire un grand développement ex cathedra. Non. Enfin, et après sur sa réaction. Non, on n'avait pas anticipé. Je ne crois pas. Je pense qu'il avait la conviction. Il savait que c'était tout à fait important. D'ailleurs, sa réaction de me dire est-ce qu'on va assez loin montrait bien qu'il ne contestait aucun mot de ce discours et que même il était même prêt peut-être à dire encore plus d'une certaine façon. Et ça montre bien à quel point il n'avait aucun doute sur son contenu et à quel point c'était vraiment une très forte conviction.
Après, je crois qu'il a été plutôt un peu surpris quand même par l'ampleur des réactions, y compris d'ailleurs d'adversaires politiques. Hein. Je veux dire, il y a eu quand même... Et là, il a peut-être vraiment compris que c'était vraiment le moment et que c'était... En fait, qu'il y avait vraiment un consensus quand même très large sur ces visions de notre histoire récente. Enfin, pour Jacques Chirac, c'était... je ne sais pas non plus après s'il avait anticipé, au fond, tout ce qui allait se passer après, c'est-à-dire la création, la commission Mattéoli, etc., ou la mémoire, pour la mémoire de la Shoah. Peut-être pas. Je crois que il voulait d'abord dire et marquer une conviction. Voilà, c'était essentiellement ça. Mais certainement, oui, une surprise, l'ampleur des réactions. Voilà. Merci. Alors, on va faire passer le micro. On va prendre plusieurs questions. Soyez gentils de parler distinctement dans le micro, de dire à qui vous posez la question et réellement de poser une question. Hein, c'est ça l'objet du créneau que nous avons. Sinon, malheureusement, on sera obligé d'arrêter par manque de temps. Bien sûr, dans les questions, comme je m'y étais engagé, vous pouvez également poser des questions à M. Sirinelli ou M. Rousseau. Première question. Alors, on va vous faire passer le micro, monsieur, avant que vous posiez la question. Claude Katz, avocat, et l'un des 11 membres du comité Veldiv 42. Anna Sénic, tout à l'heure, vous en parlera, mais moi, ce que je voudrais souligner, pardonnez-moi, si c'est une contribution très brève mais importante, c'est la continuité au sommet de l'État, une magnifique continuité au sommet de l'État sur cette reconnaissance des crimes commis effectivement par l'État français, donc dans la déportation des Juifs de France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai été associé indirectement par l'intermédiaire de Jean-Marc Ayrault à la proposition faite à François Hollande dès donc son élection, et ce sera sa première apparition importante et un discours très fort en juillet 2012 sur donc la reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Je disais en des termes très forts, effectivement, avec un discours qui a été écrit, au dire de ce que effectivement il a été raconté, principalement par François Hollande lui-même. Alors, certains s'étaient interrogés, que va dire François Hollande, quel sera le sens de son discours? Je n'avais pour moi aucun doute, et la parole qu'il a eue a été, pour la première fois de la part d'un président de gauche, et je voudrais évoquer aussi d'ailleurs, mais je pense qu'Anna Sénic en parlera tout à l'heure, la mémoire, enfin là, pas la mémoire, le travail de Jean Le Garrec, ancien ministre toujours d'ailleurs vivant, et qui a été à l'origine du décret, puisque le 19 juillet de 1992, ne comprenant pas la position de Mitterrand, c'est lui qui a été à l'origine d'un décret qui sera repris sous forme, l'origine d'un projet de loi, puisqu'il était parlementaire, sous forme d'un décret par Mitterrand en février 1993. Voilà, je voulais juste souligner ce moment. C'est important parce que ça prouve effectivement cette unanimité au plus haut sommet de l'État. Et je peux vous dire qu'il n'y a eu aucune réticence et que immédiatement, Hollande, lorsqu'il a été effectivement saisi de cette proposition, a accepté. Ce fut son premier geste fort, sa première apparition de son quinquennat. Voilà ce témoignage que je voulais apporter. Pardonnez-moi si ce n'était pas une question. Voilà, donc, bon, Serge, vas-y. Donc, je voudrais simplement souligner que dans le Monde, nous avions publié, mon fils et moi, une tribune dès que François Hollande a été élu, qu'il a pris la décision de venir au Veldiv, de dire ou bien vous dites la même chose que
François Hollande, que Jacques Chirac, ou bien alors vous le contredisez et ce sera la guerre. Voilà, bon, ben... Bon, est-ce qu'il y a... monsieur, allez-y, monsieur. Bonjour à tous les intervenants et puis à toutes et à tous ceux qui sont ici dans cette salle. J'ai été très ému par la sincérité de l'ancien président du CRIF, de Christine Albanel et puis de Serge Klarsfeld. J'aimerais simplement m'adresser à Serge Klarsfeld en disant, parce que quand il a évoqué sa biographie, simplement, est-ce que le fait que votre père a donné sa vie pour vous cacher dans un placard, est-ce que c'est ça qui vous a donné le moteur d'agir pendant toutes ces années et traquer tous les nazis? Bon, c'est un peu... pas grand-chose à voir directement avec notre réunion, mais simplement pour vous dire, c'est une référence, mais en fait, ce qui nous a projeté dans l'action, c'est le fait que mon épouse a été révoquée à Paris de l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour avoir écrit qu'il est mal pour l'Allemagne de s'être donné un chancelier allemand. Moi, j'étais fils de déporté et ma femme était mise à la porte de son travail à Paris alors qu'elle était française par mariage. Et donc, c'est une situation dans laquelle aucun enfant de déporté ne s'était trouvé. Il fallait disons, se taire, ou bien il fallait réagir. Oui, Rachel. Merci. Je voudrais remercier tout le monde, Madame Albanel, pour ce discours auquel j'ai assisté en 1995. Et nous avons pleuré. Nous étions là devant la tribune et nous avons pleuré à la lecture de ce discours. Ceci dit, je voudrais dire aussi, ce n'est pas une question, excusez-moi, j'ai perdu mes 2 parents, j'ai vécu la rafle du Veldiv, je m'en suis échappée à 8 ans. Et donc, tout ça est très prenant pour moi. Je voudrais dire qu'à partir de 1995, à partir de ce discours, c'est seulement là que nous avons pu parler. On ne voulait pas nous écouter auparavant. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons pu nous exprimer, aller dans les écoles, poser des plaques, parler aux jeunes. Et je crois que c'était un moment important parce que ça nous a ouvert beaucoup de portes. Merci. Monsieur, oui, il y a un monsieur qui est là. Oui, monsieur, c'est vous, là. Moi, c'est une vraie question, même si c'est difficile d'intervenir après la dame. Moi, j'ai juste une question, peut-être naïve. Est-ce que le vécu un peu plus d'une année avant le discours de Jacques Chirac, de ce qui s'était passé au Rwanda, c'est-à-dire le fait qu'un génocide était encore possible, même si la reconnaissance, je ne fais pas le débat, n'était pas aussi avancée à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui, est-ce que ça a pu influer sur le contexte dans lequel le discours a été prononcé le 16 juillet 1980. À qui vous posez la question, monsieur? En fait, c'est difficile de déterminer parce que peut-être plusieurs personnes ont des choses à dire. Alors, on va garder votre question et on va faire passer le micro pour... je sais qu'il y a 2 personnes sur ce rang qui ont posé des questions et on vous répondra collectivement. Alors, le plus court possible, soyez gentils. Oui, M. Rousseau parle dans ses ouvrages de Paxton et d'autres auteurs nord-américains. Et pourquoi ne pas en avoir parlé ici? Parce que c'est eux qui ont quand même réveillé la France. Alors, Henri répondra. Oui. Voilà, donc vous avez quelques secondes pour livrer votre témoignage. Oui. En ce qui me concerne, j'ai vécu... auprès de Christine, j'ai vécu à l'hôtel de ville et j'ai aussi vécu, puisque moi-même je suis aussi, et avec Serge dont je fais partie dans l'association, j'ai vécu à l'hôtel de ville en tant qu'élu auprès de Jacques Chirac et j'ai vécu ces périodes
où nous avons, comment dirais-je, je suis très émue, pardonnez-moi, et nous avons été vraiment, pourquoi nous avons été proches de Jacques Chirac et encore aujourd'hui, quand nous étions, moi en tant que fille de déportés, j'ai pu entendre Jacques Chirac, ça a été une grande émotion. Et quand... et nous étions pas mal de juifs à l'hôtel de ville à ce moment-là. Je dois rappeler qu'il y avait beaucoup d'élus de la communauté juive qui étaient proches de Jacques Chirac. Je dois rappeler qu'il y avait Claude Gérard Marcus, qu'il y avait Lucien Finel, qu'il y avait beaucoup d'élus de la communauté juive et que Jacques Chirac les écoutait. Et si ils ont eu, je crois, pas une influence, mais ils ont amené, il me semble, ils ont amené à ce discours. Et je remercie beaucoup Christine pour ce discours. Voilà, c'est tout. Pierre Saragoussi. Oui, moi, c'était vraiment une question à Mme Albanel. J'avais eu l'occasion de la rencontrer au moment où j'étais directeur de la Fondation du judaïsme français, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et elle m'avait dit effectivement qu'elle avait été surprise par les retombées en fait, et les conséquences de ce discours. Mais en reprenant alors les choses juste après votre rédaction, on ne peut pas imaginer que ce discours n'ait pas été vu par le proche entourage de Jacques Chirac. Et j'imagine que ça a eu aussi des réactions. Est-ce qu'elle peut nous en dire un petit peu plus sur les réactions au sein de l'Élysée de ce discours, avant même qu'il ne soit prononcé? Bon, alors on va donner la parole aux intervenants, Madame Albanel, et puis après Henri Rousseau. Juste, alors sur la question qui avait été posée sur le génocide rwandais, en tout cas, je n'ai pas eu de conversation avec Jacques Chirac sur ce sujet. Il est évident que c'est un discours qui peut s'appliquer évidemment à tous les génocides. Nous étions à ce moment-là sur fond de Bosnie, sur fond d'épuration ethnique. Je crois que c'est plus ça qui était dans l'esprit aussi de Jacques Chirac à ce moment-là, sur lequel d'ailleurs il avait pris des... Il le dit d'ailleurs à la fin de son discours, en effet, et sur lequel il avait pris d'ailleurs des positions qui, elles aussi, tranchaient avec toute une attitude de la France avant. Donc je crois que c'est plus ça. Sur les réactions, j'en sais, en fait, c'est très difficile de dire parce que je crois que Dominique Villepin avait mal à moyennement ressenti le fait de ne pas avoir été finalement à l'intérieur, en réalité, à cause justement de cette histoire particulière de ce discours qui n'avait pas été perçu pour ce qu'il était, c'est-à-dire un discours politique justement avec beaucoup plus de grand P que beaucoup d'autres. Mais enfin, devant l'ampleur des réactions, je me souviens très bien que à la réunion qui avait suivi, qui était une réunion qu'on avait tous les jours autour de Dominique Villepin, il m'avait dit bravo, c'était formidable, bravo, etc. Et très important, voilà, c'est tout. Mais ça avait été quelques phrases. Je ne sais pas après exactement ce qu'il avait pensé. Ça avait été quelques phrases comme ça de félicitations. C'est-à-dire qu'il y avait, ça avait été un peu par vague, c'est-à-dire qu'il y avait eu des premières phases de réaction, et ensuite on avait vu que c'était quelque chose évidemment de très profond et d'une vague et c'est cette vague-là qu'on n'avait peut-être pas complètement anticipée. On avait pensé qu'il y aurait des réactions naturellement fortes et positives. Jacques Chirac, bien entendu, le pensait. Après, l'ampleur de la vague et tout ce que ça a pu apporter, je dirais aussi dans la psychologie collective française, etc., ça non, on n'avait pas anticipé. Alors, Henri Hechlenberg et puis après Henri Rousseau. Oui. Tout à l'heure, je ne l'avais pas repris, Madame Albanel a dit que c'était un discours attendu. C'était un discours espéré. Mais ma première réaction quand on m'a interrogé après le discours, j'ai dit, et je n'ai pas toujours été compris, c'est un discours qu'on n'attendait plus. C'est-à-dire qu'on désespérait de l'entendre un jour, ce discours de la faute commise par le gouvernement de la France à cette époque et
assumé par le gouvernement de la France d'aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il n'était pas si attendu que dans votre tête, il l'était, parce qu'il y avait un consensus que j'ai essayé tout à l'heure, mais très brièvement, de souligner, qui allait jusqu'au discours de Robert Badinter 3 ans après. Et je le dis aujourd'hui, qu'il y a eu une interview télévisée de Robert Badinter à propos de Pétain, je crois, ou à propos de la commémoration de la rafle du Veldiv. Robert Badinter, c'est assez étonnant, est resté sur sa position. Et la deuxième chose, à part Robert Badinter, que je cite et pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais je le dis parce qu'il s'est inscrit dans ce consensus. Et par rapport à ce qui était dit par les historiens tout à l'heure, on était dans un consensus et on est dans un retournement de consensus. Votre intervention tout à l'heure par rapport au discours de François Hollande, mais il y a eu Lionel Jospin en tant que Premier ministre, aussi de la gauche, qu'on a oublié de citer, qui s'est inscrit dans la droite ligne du discours de Jacques Chirac avant François Hollande. C'était pas rien. Et il était Premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac. Eh bien, il a bouleversé le consensus. Aujourd'hui, à part quelques barons du gaullisme qu'on a connus réagissant négativement, et notamment au procès Papon, aujourd'hui, dans la classe politique et dans l'opinion publique, ce consensus est établi par Jacques Chirac sur la reconnaissance de la responsabilité de la France dans cette période, dans des crimes commis à l'égard des Juifs. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, puisqu'on doit poser des questions, je voudrais poser une question. Vous aviez annoncé dans le programme le film et pas le discours enregistré et une séquence du journal télévisé de 20 heures. On ne l'a pas eu. Est-ce qu'on y aura droit ? Alors, on n'y aura pas le droit parce qu'on a eu un souci technique pour l'avoir et donc on s'est rabattu sur l'enregistrement radiophonique. Henri Rousseau. Je vais répondre très brièvement sur la question concernant les historiens. Je me suis exprimé des centaines de fois sur le sujet. Bon. Oui, on doit beaucoup, bien sûr, à Robert Paxton et à d'autres, mais un livre ne fait pas l'histoire. C'est-à-dire que c'est un peu comme le discours. Ce livre est arrivé, enfin le livre de Robert Paxton, le premier, La France de Vichy, qui a été traduit en France en 1973, est arrivé à un moment propice. Tous ceux qui avaient écrit avant, notamment des historiens français ou des historiens allemands, avaient dit des choses similaires, peut-être pas de manière aussi forte et aussi convaincante, mais leurs paroles étaient tombées dans le vide. Il faut un moment qu'il y a la rencontre entre une parole, une interprétation, une vision et un contexte. C'est très exactement, à mon avis, ce qui s'est passé avec le discours de Jacques Chirac, à évidemment une autre échelle. Ce qui me permet de dire un mot. Oui, j'ai un point de désaccord avec vous, Henri Hedgenberg, sur l'intensité de la polémique qui précède. Le consensus dont vous parlez, il est d'après, mais avant. Enfin, je trouve que j'en ai été aussi un petit acteur très modeste, mais la virulence des polémiques en 92 sur cette question-là, avec à la clé la question d'une demande de geste, je l'ai dit, enfin, je n'étais pas le premier, je n'ai fait que suivre ce que disait le comité Veldiv, je l'ai moi-même dit dans une émission de télévision qui s'appelle La Marche du siècle, c'était dans l'air. Alors, je ne vais pas rentrer dans... Bon, j'ai fait cette démonstration ailleurs. L'arrêt Touvier, c'est avril 92, ça soulève une émotion absolument considérable, parce que c'est l'arrêt de la cour d'appel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a après ? On ne sait pas que la Cour de cassation va le casser, et on ne sait pas comment elle va le casser. Il y a le dossier Bousquet. Vous parlez du procès Papon, bien sûr, mais le procès Papon, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le dossier le plus important. Il y a le dossier Touvier, bon, qui fait problème, mais surtout il y a le dossier Bousquet. Et quel est le problème du dossier Bousquet ? Non seulement c'est le personnage le plus important, mais c'est celui qui bloque, précisément par certains noms que vous venez de citer qui ne sont pas tout à fait sur la ligne du consensus. Bon, donc, et là je pense qu'en plus Bousquet était assassiné, sauf erreur, en juillet 93, donc ça va susciter encore, je pense que Annette Lévy-Villard ou d'autres parleront par exemple, le rôle de la presse. On n'en parle pas, je pense qu'on va en parler à la prochaine table ronde, Libération, Le Monde, etc. Donc il y a une intensité de la polémique. Et juste un mot par rapport à la question du Rwanda, parce que c'est une question à laquelle je me suis intéressé récemment. L'intensité de cette polémique arrive au moment où, dans le monde, nous avons affaire à deux situations génocidaires, l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et la France, je suis désolé de le dire de manière un peu brutale, elle est totalement focalisée sur sa propre histoire et ne voit pas ces questions-là. Elle ne les voit pas. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais lorsqu'on voit rétrospectivement, lorsqu'on sait rétrospectivement que ce qui s'est passé au Rwanda, sans même évoquer la question des éventuelles responsabilités françaises, qui est un autre problème, mais même en termes de communauté internationale, que c'est quand même le plus grand génocide
le plus grand génocide du XXe siècle après la Shoah, on peut se demander malgré tout quelle est l'efficace de ces politiques de mémoire et quelle est l'efficace de d'une des dimensions. Nous devons nous souvenir pour que ça ne se reproduise plus. Alors nous nous sommes souvenus, mais ça s'est reproduit. Et c'est quand même une vraie question. Simplement dire que Jacques Chirac a réagi à ce qui s'est passé à Srebrenica immédiatement après le discours du Veldiv. La France est intervenue. Alors, il y a... En Bosnie, pas au Rwanda. Il y a manifestement peut-être une différente interprétation selon l'endroit où on se trouve dans la société, à savoir est-ce que c'était attendu, tellement attendu que finalement que c'était pas véritablement un risque pour Jacques Chirac de dire ce qu'il a dit, ou c'était finalement tellement polémique que Jacques Chirac a pris un réel risque politique. Et on a en mémoire, notamment, une des premières réactions que j'ai en mémoire, c'est celle de Philippe Séguin, de son propre camp. Et il y a quand même des... Enfin, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, qu'on minimise finalement, après coup aujourd'hui, les voix négatives qui se sont exprimées dans le propre camp de Jacques Chirac, mais également dans la gauche mitterrandienne, qui avait une alliance objective entre la gauche mitterrandienne et la vision des gaullistes. Alors, est-ce que M. Sirinelli tout à l'heure disait qu'il y avait finalement pas de rupture, enfin, c'était pas une rupture, que c'était dans l'air du temps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un décalage finalement dans ces... elle est où la réalité ? Si j'ai un mot à dire, la rupture, elle était dans une seule phrase. Parce que la condamnation de l'État français de Vichy, elle avait eu lieu, y compris par François Mitterrand, etc. C'est la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. C'est là qu'il y a rupture, et une véritable rupture, telle que les gaullistes de la première heure, je l'ai dit, ont réagi en criant « assez, assez, assez ». C'est Séguin, le cri de Séguin et de beaucoup d'autres, Mesmer et autres. Au procès de Papon, nous avons fait entendre toute la journée le discours de Chirac derrière les déclarations de tous les gaullistes qui sont venus pour prendre la défense de Maurice Papon et témoigner que ce n'était pas la France, que c'était l'État français de Vichy, selon le droit constitutionnel, une parenthèse dans l'histoire de France, des gredins qui s'étaient emparés de l'État français, des voyous, etc. Et que la France n'était pas impliquée dans ce qui s'était passé. La France était impliquée dans ce qui s'était passé. Je le redis, la France, le mot de Beughner, vraiment la lucidité de Beughner, que la France ne s'inflige pas à elle-même une défaite morale dont le poids serait incalculable. C'était ça le problème. Les polémiques, c'était la France. Et la gauche, 2 jours après, moi je publiais une tribune aussi dans Libération, le silence retentissant de Lionel Jospin, et Lionel Jospin prenait la parole pour appuyer, mais il n'avait pas dit la France. Il n'a jamais dit la France. La France, c'est François Hollande qui l'a redit avec force. Et entre-temps, il y a eu Dominique de Villepin, il y a eu François Fillon qui l'a dit, mais qui a renié ce qu'il a dit ultérieurement, parce qu'il faut des convictions. Jacques Chirac avait des convictions. Il y a des hommes politiques qui ont des convictions fluctuantes selon les voilà, mais comment dire, malheureusement, enfin disons que ce qu'a dit Jacques Chirac est encore en jeu. Et demain, si Marine Le Pen devient présidente, vous avez un coup de balai sur le discours de Chirac. Christine Albanel sera à Oni. Moi-même, je prendrai le chemin de l'exil avec Béate et avec les chiens et les chats. Et peut-être avec beaucoup de juifs aussi. Mais comment dire, tout dépend aussi des circonstances. Pour le moment, nous avons un président de droite et un président de gauche, 2 libéraux, humanistes, ce qu'on veut, mais qui ont dit sur Vichy ce qu'il fallait dire, mais c'est toujours en jeu, hein, rien n'est jamais acquis. Hein. Et il faut se méfier de l'avenir et il faut
justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe. Voilà. On va se séparer pour cette table ronde sur les mots de Serge Klarsfeld. Merci encore à Catherine Albanel pour tout. Et merci bien sûr à Serge et à Béate pour tout aussi. Et merci à Henri. Donc je demande à Hubert de bien vouloir prendre nos places, à Anna Sénic, à Laurent Galzamer et à Annette